Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Cette vidéo va être une annexe à la dernière vidéo concernant les dilutions de peinture pour l'aérographe, pour rajouter un petit peu quelques petites notions que je n'ai pas abordées dans la vidéo précédente et qui méritent quelques petits éclaircissements. Vous avez vu que dans l'une des peintures que j'ai préparées, j'ai utilisé de l'alcool. Alors en plus, j'ai utilisé de l'alcool à 90 parce que j'avais que ça sous la main. Je tenais un peu à préciser pourquoi. La dilution à l'alcool est différente d'une dilution à l'eau. Elle apporte des avantages qui sont assez intéressants sur l'utilisation avec une acrylique à l'eau ou les acryliques à solvant. Mais elle apporte aussi des contraintes qui sont à prendre en considération lorsqu'on utilise ce genre de peinture. D'une part, ce sont des peintures qu'une fois traitées avec ce solvant, vont subir une évaporation beaucoup plus importante. Donc elles vont être beaucoup moins en capacité de mouiller le support. Ce qui veut dire que au niveau de la gestion de l'air de votre aérographe et au niveau du temps d'application et de la rapidité d'application, les teintes qui sont diluées à l'alcool vont être beaucoup moins stables dans le temps et donc vont nécessiter une application très rapide. C'est pour ça qu'en règle générale, moi je n'utilise pas ce genre de teinte avec des godets, mais avec le Hansa 281 qui a un tout petit godet et donc du coup qui me permet d'utiliser ma teinte très très rapidement. D'autre part, une fois qu'on a utilisé de l'alcool à 70 degrés, alors moi j'ai utilisé de l'alcool à 90, j'ai que ça sous la main, mais on ne peut pas utiliser de thinner, donc il faut être sûr que sa peinture soit absolument bien préparée avant de les utiliser parce que la volatilité de l'alcool fait que la peinture en elle-même risque de se polymériser beaucoup plus rapidement qu'avec simplement une dilution avec un solvant traditionnel à l'eau ou avec de l'eau plus de l'alcool comme on peut en trouver dans les thinners. Voilà, ça c'était la petite précision que je voulais faire parce qu'effectivement j'en avais pas parlé de façon assez explicite dans la vidéo précédente. Maintenant, je voudrais vous parler d'un autre sujet qui, là aussi, est un sujet important. Et malheureusement, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites à ce sujet ou des choses qui sont incomplètes et qui sont mal formulées et qui, du coup, provoquent une mauvaise utilisation du produit. À savoir les primeurs. Qu'est-ce qu'un primeur? Un primeur, c'est une peinture spéciale, prévue spécialement pour être appliqué dans des conditions assez particulières et pour un objectif très très spécifique. C'est une peinture qui va avoir une taille de pailletage comment ça s'appelle, de pigments particuliers qui vont avoir une fonction de créer un film uniforme, très solide, et avec le moins possible de variations dans sa constitution. Donc c'est un, un produit qui a une alliance entre la pigmentation et le liant qui va permettre de pouvoir créer une couche très résistante, uniforme et parfaitement lisse pour justement préparer les peintures qui viendront au-dessus. Donc le primeur, en fait, a une fonction d'égalisation et va permettre de révéler effectivement des défauts lors des assemblages, parce qu'effectivement, cette égalisation ne permet pas, enfin, ne vient pas cacher l'objet en lui-même et les constituants de l'objet en lui-même. Donc le primeur a vraiment cette fonction-là, c'est-à-dire de préparer une couche uniforme d'accroche sur lequel la peinture va pouvoir venir et d'éviter d'avoir des problématiques d'accroche sur différents types de matériaux. Par exemple, quand vous avez une maquette qui va utiliser à la fois des parties en laiton, des parties en PU de moulage, des parties en plastique, en ABS, et que vous passez une peinture dessus, vous n'allez pas avoir les mêmes caractéristiques physiques du matériau qui vont pas retenir la peinture et permettre à la peinture de s'accrocher de façon uniforme.
Donc la fonction du primeur à la base, c'est d'uniformiser votre support, quels que soient les matériaux de base qui le caractérisent, pour pouvoir permettre ensuite une accroche optimale de la peinture. Ça, c'est la première fonction du primeur. En faisant ça, le primeur va révéler tous les défauts de surface. Et donc, effectivement, en règle générale, quand on fait des maquettes un peu complexes, on se dit, on passe une couche de primeur, ça permet de voir s'il y a des micro-rayures qui vont nécessiter une abrasion plus fine pour cacher les défauts, ou des traces de colle, ou toute petite chose qui ruinerait votre modèle une fois que vous entameriez votre peinture. Donc ça, c'est une fonction de primeur. Les primeurs sont donc des peintures qui sont spécifiquement prévues pour ce genre de fonction et ne sont pas prévues pour être mélangées avec des peintures classiques. Ça, c'est une chose que je vois malheureusement souvent sur des vidéos YouTube de gens qui disent « Bon, bah, j'ai un primeur noir, il est trop foncé, je vais mettre un peu de blanc. » Malheureux, faites jamais ça. Pourquoi? Parce que la composition chimique de votre primeur va pas du tout être la même que la composition chimique du liant et du solvant et des pigments de votre peinture traditionnelle. Donc si vous venez rajouter dans votre primeur un corps étranger qui n'a pas la même composition chimique, vous détruisez la fonction de votre primeur, qui est une fonction d'accroche principale pour préparer une peinture. Donc vous avez des primeurs sombres qui vont être très adaptés pour pouvoir notamment faire des peintures métallisées. Vous allez avoir des primeurs intermédiaires pour pouvoir donner plus de contraste aux peintures sombres, et vous allez avoir des primeurs clairs pour donner plus de contraste à des peintures claires. Et ces trois types de primeurs sont à utiliser en fonction du type de peinture que vous allez utiliser. Dans de très rares cas, on utilise un primeur noir pour des peintures foncées, ou voire pour des peintures claires. C'est pour obtenir ce que l'on va avoir, ce que l'on appelle des teintes additives. Mais en règle générale, quand on veut faire par exemple des verts profonds, ou des bleus profonds, ou des rouges profonds, on ne va pas utiliser un primeur noir, on va utiliser un primeur gris. Et quand on veut faire des teintes très claires, c'est-à-dire des beaux jaunes, des beaux verts, des beaux roses, là on va utiliser un primeur blanc. Mais c'est pareil, le primeur blanc n'est pas celui qu'on utilise le plus souvent, parce que il va apporter beaucoup trop de luminosité par transparence, et vous allez avoir besoin de le couvrir beaucoup plus pour pouvoir avoir un résultat franc par rapport à la teinte franche. Donc ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Il existe aussi une autre couleur qui est beaucoup plus présente en carrosserie et qui est beaucoup moins présent dans les peintures pour modélisme, c'est les primeurs rouges qui sont beaucoup plus adaptés pour les teintes effectivement de cette dominante-là, parce que du coup on va avoir moins besoin de couvrir de peinture avec ces genres de primeurs. Donc généralement il a une couleur un peu brique, et on va venir ensuite après mettre des rouges, et donc ça va venir flatter le rouge, parce que le rouge est une des couleurs les plus instables à appliquer. Hein. Il y a deux couleurs qui sont instables à appliquer et qui ont un pouvoir couvrant très aléatoire. Ce sont toutes les peintures à base de magenta, donc c'est toutes les gammes de rouge, et c'est l'alliance du rouge et du cyan, c'est-à-dire les violets. Les violets sont des peintures qui sont... les teintes violets sont des peintures qui sont très très difficiles à appliquer, que ce soit au pinceau ou même à l'aérographe. Et donc dans ce cas-là, pour donner un petit coup de main à la teinte et uniformiser un petit peu plus la teinte, généralement dans ce cas-là, on met des primeurs couleur brique qui vont venir un peu renforcer la teinte rouge pour les violets et pour les rouges. Mais ça, c'est vraiment un cas particulier. Alors, je pense qu'il y a certaines marques qui font des primeurs de cette couleur-là, des marques de peinture pour modélistes, justement pour tout ce qui va être les teintes un peu violacées. En ce qui concerne les peintures fluorescentes ou inflorescentes, fluorescentes ou phosphorescentes, pardon, pas fluorescentes, fluorescentes ou phosphorescentes, là, à ce moment-là, pour pouvoir avoir une très très bonne qualité et un très très bon rendu, il faut utiliser un primeur blanc. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu la précision concernant les primeurs. Ensuite, après, j'ai été un peu tronqué sur mon propos
lors de la dernière vidéo, parce que je voulais pas faire une vidéo trop longue, et je voulais vous parler un petit peu des marques, des marques de peinture. C'est vrai que là, moi, j'utilise, comme vous avez pu le voir, la gamme Premium Airbrush de Vallejo, ou la même en version Prince Auguste, hein, puisque je vous avais dit que c'était c'était la même usine et que c'était simplement un rebranding, donc c'est les mêmes pigments, c'est les mêmes liants, etc. Il y a aussi des marques qui sont apparues assez récemment. Je pense à la marque HK, AK, à la marque MIG, à la marque Mister Maquette. Toutes ces marques-là, toutes ces peintures-là, moi je les connais pas très bien en fait, parce que je suis pas un maquettiste dans le sens où je fais pas beaucoup de maquettes en tant que telles, et pour l'instant je suis beaucoup plus sur du décor, et donc j'utilise pas forcément ce genre de peinture spécifique. Donc moi je vais pas venir vous dire telle marque est bien par rapport à telle autre marque. Moi je sais que les peintures Vallejo, en ce qui concerne les gammes Airbrush, me conviennent, ont une bonne chromie, et quand je les utilise en CMJN, comme je vous l'ai montré sur les vidéos précédentes, j'obtiens des teintes qui visuellement correspondent à ce que je veux faire en tant que coloriste. Donc voilà, je suis relativement satisfait de cette gamme. J'ai aussi utilisé pas mal des peintures Stardust en aérographie, et là on constate que quand on fait les comparaisons sur magenta jaune entre la gamme Stardust et la gamme Vallejo Airbrush Premium, on va constater que effectivement le cyan va être meilleur en termes de perception et de qualité de chromie sur la gamme Stardust que la gamme Vallejo. A contrario, on va constater que le magenta va être un peu plus profond sur la gamme Stardust que sur la gamme Vallejo, qui va un peu tirer sur le violacé. Alors que par exemple pour les jaunes, on constate une équivalence entre les deux gammes. Et donc ça va être intéressant de connaître la justesse de ces tons-là, parce qu'ensuite après, quand on crée ces couleurs à partir de ces trois primaires, on va avoir des comportements de chromie qui vont pas tout à fait être les mêmes. Et donc, en ayant connaissance des faiblesses et des avantages de chacune de ces deux gammes de couleurs, on va pouvoir ensuite, après, adapter nos mélanges pour obtenir exactement les teintes que l'on désire. Comme je travaille essentiellement avec les primaires, je peux avoir un peu un retour là-dessus. Maintenant, ce qui est important à savoir, c'est que quand on utilise une marque, il faut lire absolument les docs techniques de ces peintures de la marque. Vallejo met ça sur son site internet, et ça donne plein d'indications très intéressantes sur la façon dont ils ont conçu leur peinture. Alors je tiens à faire une petite précision par rapport à ce que j'ai dit à la vidéo précédente. C'est vrai que Vallejo met dans ses notices de peinture maquettes, pas les peintures artistiques, mais vraiment sur les gammes maquettes, donc les modèles master, etc., les mechas, les tanks, enfin toutes ces gammes spécifiques vraiment à la maquette. Ils indiquent dans leur doc technique qu'ils utilisent des pigments nanométriques pour les peintures à pinceau et pour les peintures à aérographe. Donc du coup, les peintures pinceau peuvent être utilisées à l'aérographe, mais avec des buses qui sont légèrement supérieures à 0,4, et elles sont conseillées pour du 0,4, 0,5, 0,6, 0,8. Ça, c'est marqué noir sur blanc dans les notices des peintures, dans les notices techniques des peintures. Donc effectivement, on peut utiliser toutes les gammes de peinture, même si ce ne sont pas des gammes spécifiques R, mais avec toujours le risque de surcharger l'aiguille et la buse de votre aérographe avec des peintures qui ne sont pas spécifiquement préparées pour l'aérographe. En fait, la différence sur les peintures R pour maquettistes de chez Vallejo, c'est qu'ils ont utilisé notamment des solvants légèrement différents qui ont une capacité en fait de non-adhésion sur les surfaces métalliques du corps de l'aérographe. Donc du coup, elles sont beaucoup plus fluides, et elles ont cet additif supplémentaire qui permet de préparer
la peinture à une aérographie, ou tout du moins de rendre la peinture plus facile d'utilisation à l'aérographe. Ce qui n'est pas le cas de ces peintures premium aérographes, Airbrush Color, qui elles sont uniquement des peintures en termes de pigments, mais qui n'ont pas de matières supplémentaires qui viennent optimiser pour une utilisation en aérographe, parce qu'en règle générale, les maquettistes sont des gens bourrins. Et ça, je cite le patron de Vallejo qui a dit ça en disant « Nous, on a mis cet additif dans les peintures spéciales maquettistes parce que les gens ne savaient pas préparer leurs couleurs. » Donc, du coup, au lieu d'avoir des plaintes, on a préféré mettre ce genre d'additif qui permet justement une utilisation plus facile dans les aérographes. Et vraiment, j'ai rigolé quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cet article, cette interview du patron de Vallejo. Donc, l'autre chose qui est importante, c'est comment s'appelle, les Sinner et les enhancers et les Sinner de chez Vallejo sont vraiment étudiés pour les peintures Vallejo maquette. Et donc, du coup, la chose très très importante, c'est que quand on utilise les Sinner aérographes de chez Vallejo pour les teintes maquettistes de chez Vallejo, on ne peut plus utiliser d'alcool. Jamais. Parce que sinon l'alcool va détruire l'une des composantes du Sinner, et donc vous allez perdre l'intérêt d'utiliser votre Sinner, donc vous allez gâcher. Donc effectivement, si vous décidez d'utiliser le Sinner de Vallejo, vous ne devez surtout pas utiliser d'alcool, et vous ne pouvez pas utiliser ce Sinner sur une peinture que vous avez préparée avec de l'alcool, ça c'est très important, sinon votre Sinner il va être bousillé. Et vous allez avoir un mauvais résultat lors de la polyméralisation du film, après l'évaporation du solvant. Alors que le solvant soit de l'eau ou que ce soit de l'alcool, le Sinner, lui, s'en fout, parce qu'il vient rajouter un additif sur la peinture pour justement garder un film de la meilleure qualité possible. Voilà, donc ça c'était une petite vidéo de précision par rapport à la vidéo précédente, parce que je sais que ça forcément, il y a matière à débat. Donc, un petit peu pour résumer sur les primeurs, parce que je voulais aussi dire ça, les primeurs n'ont pas de fonction mécanique. Hein. Si vous avez un défaut sur votre pièce, reboucher un trou au primeur, c'est une hérésie. Hein. Faut pas le faire. Le Sinner, s'il vous montre qu'il y a un trou, là vous reprenez, vous poncez, vous mettez un coup de putty et vous remettez un coup de primeur, et si votre surface n'est pas bonne, vous recommencez. Mais vous ne disez pas, ah j'ai un micro-trou, je mets une goutte de primeur à cet endroit-là, je ponce légèrement et ça va passer crème. Non, ça va se décoller et ça va être absolument moche. Ensuite, après, l'utilisation des primeurs. Pourquoi, dans quel cas on peut utiliser les primeurs? Pourquoi il y a des fois je n'utilise pas de primeurs? Vous avez vu notamment sur la vidéo que je mets dans les fiches sur le poste d'aiguillage à portique, que je n'ai pas utilisé de primeur, parce que en fait, je n'ai pas un besoin impérieux d'utiliser un primeur sur une maquette de ce type. Pourquoi? Parce que je n'ai qu'une seule matière, le plastique de Faller, que je n'ai pas fait de rajout spécifique, qu'il n'y a pas de matière métallique, de super détaillage en photogravage, etc. Et donc du coup, j'ai pas besoin d'utiliser un primeur pour venir uniformiser mes teintes. Je peux directement appliquer sur la maquette plastique. Alors la question qui m'a été posée, c'est aussi pourquoi je n'ai pas montré le dégraissage des pièces plastiques. Alors, pour la bonne et simple raison que je voulais utiliser cette fonction, je n'ai pas dégraissé du tout les plastiques. D'ailleurs, vous le voyez, à un moment donné, la peinture accroche pas très très bien. Et justement, c'était un effet que je voulais absolument garder, parce que le fait que cette peinture, en première couche, donc mon rose, n'accroche pas parfaitement et donc fait un effet perlant, fait que quand elle va sécher et que je vais appliquer la deuxième, je vais avoir déjà, par la dilution de ma peinture, enlevé sur certains endroits, par le brossage,
les cires de démoulage. Et donc du coup, en venant appliquer ma deuxième teinte directement dessus quand c'est encore humide, je vais là avoir un meilleur pouvoir couvrant et pouvoir jouer sur ce que l'on appelle des effets de transparence. Mais ça, c'est parce que je connais les maquettes Faller et que j'en ai déjà, comment dire, peintes. Et donc du coup, j'utilise un problème comme une technique spécifique pour la recoloration du modèle. Voilà, mais ça, il faut faire des essais, et c'est en faisant des essais qu'on sait à peu près comment la matière brute va pouvoir interagir avec la peinture que vous utilisez. Voilà, donc ça conclut un petit peu cette vidéo supplémentaire de précision de la peinture pour l'aérographe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À nous mettre un petit pouce vers le haut, ça nous aide pour le référencement. Et vraiment, je vous remercie et je remercie encore toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Ça me fait énormément plaisir et je suis très content de pouvoir partager avec vous cette activité du modélisme ferroviaire et aussi donner un petit peu, moi, mes retours par rapport à mon métier d'origine, à savoir graphiste, maquettiste, non pas maquettiste dans le sens réalisation de maquettes, mais dans le sens mise en page. Et donc, vraiment, ça me fait très plaisir et ça m'encourage. Donc, je voulais vraiment vous remercier tous pour ces encouragements, ces petits pouces vers le haut qui permettent de pouvoir faire connaître la chaîne et donc échanger avec vous. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!